Quiero dar la bienvenida a Catherine Malabou. Es un placer que estés con nosotros. Hace muchísimo que Andrea quiere que vengas. O sea que es como un deseo cumplido y eso está bien, cumplir los deseos. Insisto, los libros de Catherine para nosotros, para la investigación de Andrea, para un centro que se denomina La Imagen, son trascendentales, ¿no? A partir de esta investigación que comisaría y este proyecto que lleva tanto tiempo desarrollando Andrea, pues al final, como va pasando los años y la gente, podemos empezar a mirar un poco hacia atrás y la verdad es que la nómina de gente que ha ido viniendo, Marie-José Montseny, Rancière, ahora Catherine Malabou, tanta gente, me dejo mucha otra gente, pues bueno, al final hay un archivo ahí importante de voces y de interpelaciones y de todo. Agradeceos que estéis aquí y luego quiero agradecer, que nunca lo hago, a Hamid Martín, que se ocupa del sonido, a Raúl Candela y sobre todo, porque siempre que hacéis, que Andrea hace algo, que planteamos algo dentro de la investigación de Andrea, sois muchos y hay una persona que se llama Eva Bonet, que estará allí escondiéndose, por supuesto, y que se ocupa de que todo salga más o menos bien o muy bien. Intentamos cuidaros lo máximo posible, pero a veces sois un montón de gente y, en fin, quería agradecerles a ellos tres por su trabajo, porque dedican muchas horas a que esto salga medio bien. Gracias por venir, buen septiembre y avanti. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí, porque veo que era un deseo compartido, no solo mío. Agradezco mucho a Valentín Roma, a todo el equipo de Virreina por hacer posible este encuentro que contribuye al desarrollo de las necesarias infraestructuras de pensamiento que nuestra época requiere para no renunciar a la capacidad de comprender. Y agradezco mucho a las traductoras, que es un trabajo muy difícil y que hoy hablaré más lento, no porque por ninguna otra razón que no para favorecer el trabajo de traducción, que es el que en último término hace posible nuestro diálogo. Agradezco, por supuesto, profundamente a Catherine Malabou por estar aquí esta tarde y compartir con nosotras sus reflexiones. Me permito también agradecer la riqueza de su pensamiento, que diría tantas herramientas nos ha dado para ejercitar formas disidentes del pensar contemporáneo y por todo el espacio crítico que abre de no cerrarse los repliegues diríamos nostálgicos de ese pasado que se supone que era mejor, sino asumir el desafío de pensar el presente en toda su complejidad. Y quisiera agradecer muy especialmente la generosidad de esta imagen de Eric Boulot, pensador y creador de imágenes que también nos acompaña hoy y que es la imagen que nos acompañará durante toda la sesión, imagen preñada de otras imágenes. Si les parece, les cuento brevemente cómo hemos pensado la estructura de la sesión. Yo haré una intervención breve de no más de 15 minutos y luego le cederé la palabra a Catherine. Hemos dialogado antes un poco, lo que yo intentaré será dar contexto a su invitación. Ella ha respondido generosamente a esa invitación y luego la idea es que tengamos un tiempo amplio para el diálogo, sobre todo para las preguntas, inquietudes que ustedes tengan, que las puedan formular. Si no hubiera, yo he traído algunas también. Bien, decía que quería contextualizar un poco el sentido en que se realiza esta invitación en relación a esta investigación en curso que venimos desarrollando en torno a los estatutos y funcionamientos de las imágenes desde hace algunos años ya en Virreina, no siempre con la misma intensidad
ni con la misma sistematicidad, pero al menos sí desde una relación bastante inhabitual con una institución que se compromete por generar este espacio para el pensamiento. Como seguramente sabrá la mayoría de las personas asistentes esta tarde, Catherine Malabou es una filósofa reconocida internacionalmente, sigue trabajando como profesora sobre todo en Estados Unidos, aunque pasa también amplias temporadas en Francia. Y algunos de sus libros, quizás por el que algunas la hemos conocido, es este libro que se ha traducido como El porvenir de Hegel, la plasticidad en el atardecer de la escritura, es otro de sus libros bastante conocidos. ¿Qué hacer con nuestro cerebro? Un librito muy breve que tiene un trabajo maravilloso, que es este de Ontología del accidente, La metamorfosis de la inteligencia, porque a lo mejor ha leído trabajos más recientes, El placer borrado, Al ladrón, Filosofía y anarquismo, entre muchos otros. Mencionaba sobre todo esta selección por lo que tiene que ver con una noción, un concepto filosófico, pero que no atañe solo a la filosofía, que es el concepto de plasticidad, que ella introduce y que contribuye, yo diría, en gran medida, por una parte, a cuestionar el deshacimiento escénico de la filosofía contemporánea, al tratar de pensar que, diríamos, hay una primacía de lo conceptual e intentar dejar fuera todo el espacio de lo figural y de lo plástico, que para quien no esté familiarizado con este concepto, yo me arrojaré a intentar delinear algunos contornos de cómo yo lo leo. No estoy diciendo, no me atrevería a decir en esta mesa lo que Catherine quiere decir, sino cómo yo lo leo, cómo he sido interpelada de alguna manera por esta noción y cómo se pone a trabajar para mí en relación a la noción de performatividad, ¿sí? Y al mismo tiempo me parece que abre un camino de gran riqueza para pensar la forma, la materia y el accidente que no sea de este privilegio por lo informe, por lo impensable o por la desfiguración, sino que incluso lo informe tiene forma, ¿no? Hay algo ahí de un compromiso con el pensamiento de la forma que creo que ella va a desarrollar de modo muy generoso el día de hoy. Y al mismo tiempo yo creo que su trabajo es una contribución inmensa para abordar las dificultades teóricas y materiales que ha planteado el dualismo, para no reducir la materia a la representación que tenemos de ella, ¿no? De hecho, podríamos entender que para su trabajo la materia es lo que se forma a sí misma, produciendo las condiciones de su formación. Por lo tanto, materia y forma y contenido no están separadas, sino que me parece que esta significativa aportación nos ayuda a no ceder a esa tentación de establecer una relación conocida con las imágenes, sino de entender que en la creación de las imágenes, en la creación de ese espacio, hay algo de la singularidad que la propia relación crea, que no es anterior a esa relación, sino que se crea en la relación. Y esto también me parece que es un movimiento muy importante para comprender a las imágenes no como aquella que encubren una realidad por descubrir, sino que las imágenes tienen este despliegue relacional que se forma en sus propias condiciones materiales y que yo creo que, tal y como ella lo desarrolla en este libro de la ontología del accidente, a ver si puedo decir esto de manera comprensible también para no dejar fuera a las personas que no estén familiarizadas con el discurso filosófico. Cuando hablamos de ontología, podríamos decir que la gran pregunta de la ontología en la filosofía es la pregunta por el ser, y normalmente en la ontología tradicional se había entendido que el ser es, como su nombre lo dice, y que se expresa de muchas maneras.
¿no? El ser se dice de muchas maneras, decía Aristóteles. Pero en el planteamiento de la propia idea de plasticidad, lo que se propone es que el ser está en devenir, el ser está siendo y se está formando y transformando, lo que ella denomina plasticidad destructiva, o sea, está transformándose en esa medida en que va siendo. Eso es muy importante para entender, tiene implicaciones que no tienen que ver solo con la intimidad de la filosofía, sino que su implicación fundamental tiene que ver con que no hay una determinación o una fuerte determinación ni en las estructuras históricas, ni incluso genéticas, que por eso introduce la noción de epigénesis, si lo he entendido al menos bien en estos términos, ¿no? Porque hay otra dimensión superficial que es nuestra apertura a ser transformados por esta capacidad, digamos, de integrar la modificación que viene del exterior, o sea, nuestra propia capacidad de ser transformados. La noción de plasticidad es una noción relativamente joven en la historia de la filosofía, es del siglo XIX, antes sobre todo había la idea de lo plástico, pero no de la plasticidad que introduce Goethe y que en el caso de su trabajo es sobre todo de la recuperación que hace de Hegel en relación al sujeto. ¿Esto más o menos se entiende? Sí, gracias. Pero luego Catherine puede decir, no, yo no digo nada de eso, pero es para marcar un paisaje de lectura en la que puede haber diferencia, evidentemente, pero sobre todo me parece muy interesante cómo ella lo desarrolla aquí, y es que siempre que ha habido esas lecturas de lo que el algo es, que esto va a ser muy relevante sobre todo en relación a la inteligencia artificial, cómo la inteligencia se transforma, hay el presupuesto de que la forma cambia, pero que el ser no se transforma, ¿no? De hecho, ella remite algunas de esas reflexiones de la plasticidad destructiva cuando dice que de alguna manera esto nos revela un accidente que no es solo contingente, sino que toca una estructura que da cuenta de esa transformación. Y ella recupera el caso de Metis, que era la deidad que podía transformarse en león, toro, pez, pájaro, o una gota de agua que fluye, o una llama, pero lo que el mito nos muestra es que si bien tiene como una paleta de identidades muy amplia, su identidad, digamos, es muy amplia, es limitada, ¿no? Como si la metamorfosis tuviera un ciclo que se detiene y que la verdadera naturaleza del ser no puede ser transformada, ¿no? Y ella lo que plantea es que la forma sí afecta al modo de ser. O sea, la noción de plasticidad compromete esta dimensión muy estructural de lo que se forma en la forma. Por eso las formas son tan importantes, hay un compromiso con las formas, porque hay una singularidad que se introduce en la vida, una posibilidad que se introduce en la vida, gracias a ese modo particular de despliegue. Y pienso que este desplazamiento, que es bastante decisivo también para entender uno de sus últimos libros, como es el caso de la metamorfosis de la inteligencia, del coeficiente intelectual a la inteligencia artificial, en donde ella afirma que la inteligencia artificial no es una tecnología neutra, sino una tecnología de transformación, que pone entredicho la arquitectura de los sistemas tradicionales de información porque provoca una disrupción total en la definición misma de la vida. Por lo tanto, no se trata de una de las tantas maneras de expresar la inteligencia, ¿no? Por eso también ella dice, en la filosofía muchas veces nos preocupamos de la inteligencia, del pensar, y el cerebro es como una cosa menor. Pero el cerebro no es una zona fija, una región fija, sino que no es una centralita telefónica en donde entra y sale información, sino que está transformándose en ese mismo proceso. Entonces, no se trata una de las tantas expresiones de la inteligencia o como un elemento proteico o subsidiario, sino como una tecnología que provoca una disrupción total en la definición misma de la vida.
Y lo que me parece muy interesante es que sin desconocer los peligros que comporta la inteligencia artificial, ella pone en cuestión la creencia ampliamente aceptada de que existe el riesgo de que las máquinas tomen decisiones autónomas y se tornen incontrolables, reemplazando a los humanos y provocando su desaparición. Para ella estas inquietudes están mal planteadas y de alguna manera contribuyen en una suerte de doctrina del shock, como diría Naomi Klein, y que esa doctrina del shock aumenta una consistencia imaginaria que nos impide pensar el problema. Y diríamos que ese riesgo, ¿no?, de plantear mal las inquietudes y explotar de esta manera el miedo, alimenta la opacidad con la que opera el capitalismo de plataforma. Y aquí me parece que hay una amplitud interesante también que propone que si bien la inteligencia artificial simula la inteligencia humana, incorpora una capacidad que rompe todo isomorfismo con el cerebro, que es la velocidad del cálculo de los algoritmos. O sea que además no tiene demasiado sentido ponernos como en esa suerte de batalla o de oposición, sino tratar de pensar en cuáles serían esas redes de colaboración y no abordarlo de un modo competitivo e individualista, ¿no?, sino tratar de pensar justamente, necesitamos imperiosamente, dice aquí Catherine Malabou, la construcción democrática de la inteligencia colectiva. Bueno, yo estaba escribiendo una tesis doctoral aquí, parece entre medio, así que me salto para dar la palabra a Catherine, pero sobre todo lo que me parece interesante es su abordaje de estas nuevas formas de hibridación y de cómo de alguna manera no podemos hablar solo de ejercicios de programación, sino que en realidad son formas de darse en las que en los propios procesos se introducen variaciones de estabilización que tienen que ver con cierta creatividad. Entonces no podemos llegar y decir que estamos hablando de una forma, de una mera robotización, sino que se necesita un nuevo enfoque de la inteligencia y la imaginación para pensar también la fragilidad de esta noción de inteligencia colectiva. Quisiera hacer una suerte de precaución metodológica, agradecer el generoso gesto de Catherine Malabou, además de refutarse a sí misma, ¿no?, de esa revisión crítica que va haciendo de su propio trabajo, que eso escasamente se ve en la historia del pensamiento filosófico occidental, y es una práctica que justamente lo que hace es tener cura de esa crítica, y también por esta reflexión que nos va a compartir en torno a cómo las imágenes pueden abrir desde su singularidad elementos que ningún otro lenguaje probablemente tiene como capacidad, y cuál puede ser esta relación, como anuncia el título, entre ver y comprender, y cómo las imágenes, esta es una pregunta que nos abrimos en realidad, no que intentamos responder, pueden no ser obstáculos para la comprensión, sino más bien ser indispensables para este ejercicio. Hay una dificultad en la traducción de tres términos que son muy importantes en el desarrollo de esta ponencia, que va a ser la noción de mésentente de Rancière, que ha sido traducida como desacuerdo, la noción de tort, que ha sido traducida como litigio, y la noción de litige, que hemos decidido por disputa. Como ven, desacuerdo, litigio y disputa, esforzando mucho ya en castellano. En catalán creo que hay que forzar aún un poco más la máquina, entonces hago esta precaución porque es algo con lo que vamos a lidiar, y ahora estábamos hablando también de la noción de différence con D de Lyotard, que yo improvisando se me ocurría como una posible traducción lo de irreconciliable, cuando hay dos visiones que no tienen manera de encontrarse, ¿no?, que no tienen ese marco. Pero digo que están estas dificultades, y sin más les doy la palabra. Muchísimas gracias. Merci infiniment, Andrea, pour
votre invitation et pour cette présentation si généreuse de mon travail et de ma pensée. Je suis très, très touchée par ce que vous avez dit. Merci à mes traductrices, Suzanne et Sylvia. Merci à toute l'équipe technique. Merci à Eva. Et merci à tous, bien sûr, de votre présence qui me touche aussi beaucoup. Donc, je commence. Mon point de départ sera le conflit théorique qui a opposé les philosophes français Jacques Rancière et Jean-François Lyotard et s'est révélé être un témoin important du passage philosophique du XXe au XXIe siècle. Il ne s'agit pas d'une simple querelle d'intellectuels. Dans cette confrontation, c'est la vision du rôle politique de l'art qui s'est transformée. Le conflit a porté sur le statut des images, et plus exactement de la représentation, et sur le rapport entre voir et comprendre. L'image est-elle un obstacle à la compréhension ou est-elle son allié indispensable? Cette question renvoie au statut de ce qui est représentable et de ce qui ne l'est pas, que Lyotard appelle l'imprésentable. Comprend-on mieux quand on voit concrètement ce qu'il y a à comprendre ou quand on ne le voit pas? Quand il y a ou quand il n'y a pas image? Ce problème acquiert une nouvelle importance aujourd'hui avec le développement de l'intelligence artificielle, comme je vais le montrer dans un deuxième temps. Donc je commence par l'exposition du conflit entre Lyotard et Rancière. Il faut commencer par reconnaître que Lyotard et Rancière sont d'accord sur plusieurs points. Pour tous les deux, et c'est là le plus important, la question politique s'enracine dans ce qu'ils appellent un tort, donc disacuerdo, litigio, s'enracine dans ce qu'ils appellent tous les deux un tort originaire. Il s'agit du tort fait à certains sujets qui se trouvent originairement et paradoxalement exclus de la scène politique. Certains citoyens se trouvent en effet rejetés à l'extérieur du cercle politique. Rancière appelle ce tort mésentente, desacuerdo, et Lyotard différent, irréconciliable, différent en français avec un D. Donc pour l'instant, on ne voit pas en quoi mésentente et différent sont appelés à se contredire. S'il est vrai, comme le dit Aristote dans la Politique, que la différence entre les animaux et les hommes recoupe celle qui existe entre le cri et le logos, il est tout aussi vrai que certains sujets qui possèdent pourtant le logos, le langage, sont chassés hors de sa juridiction et n'ont pas le droit de parler. Leur langage est considéré comme un bruit. Je cite Rancière, « L'ordre social se symbolise en rejetant la majorité des êtres parlants dans la nuit du silence ou le bruit animal des voix qui expriment agrément ou souffrance. Il y a de la politique parce que le logos n'est jamais simplement la parole, parce qu'il est toujours indissolublement le conte qui est fait de cette parole, le conte par lequel une émission sonore est entendue comme la parole, apte à énoncer le juste, alors qu'une autre est seulement perçue comme du bruit, signalant plaisir ou douleur, consentement ou révolte. » Donc la scène politique est divisée entre le langage et le bruit. Lyotard, en un certain sens, est d'accord puisqu'il écrit de son côté, dans un livre qui s'appelle « Misère de la philosophie », que ce qu'il appelle la phrase affecte est précisément la phrase inarticulée de ceux qui ne peuvent se faire entendre ni comprendre dans l'espace public. En gros, il s'agit des pauvres. La politique, domaine par excellence du langage articulé, fait nécessairement tort aux phrases cris qu'elle feint de ne pas entendre. Et Lyotard se réfère lui aussi, sur ce point, au célèbre passage de la Politique d'Aristote, dans lequel Aristote distingue entre la voix articulée, propre aux êtres humains et requise par l'appartenance à la communauté politique, et la voix mêlée ou confuse, donc le cri, apanage des animaux en général.
Je cite Lyotard, « La politique consiste en ce que le langage n'est parfois pas un langage. Politique est la possibilité du différent à l'occasion du moindre enchaînement de phrases. » Donc, mésentente et différent répondent donc à première vue à une même définition, et Rancière et Lyotard semblent être d'accord sur ce point. La mésentente caractérise pour Rancière, je cite, « un type déterminé de situation de parole, celle où l'un des interlocuteurs à la fois entend et n'entend pas ce que dit l'autre. » Lyotard affirme pour sa part, je cite, « à la différence d'un litige, un différend serait un cas de conflit entre parties, au moins deux, qui ne pourrait pas être tranché équitablement, faute d'une règle de jugement applicable aux deux argumentations. Une règle universelle de jugement entre des genres hétérogènes fait défaut en général. » Donc il s'agit vraiment d'un cas de mésentente, de désaccord, dans lequel effectivement aucune compréhension n'est possible, et cette situation irréconciliable dont parlait Andrea. Ce serait donc là la définition de la scène politique. Le tort est donc structurellement lié au problème du comprendre. Qu'est-ce que comprendre? Qu'est-ce que se comprendre les uns les autres politiquement? Les pages consacrées à la compréhension sont aussi parmi les plus belles du livre de Rancière, La mésentente. Que veut-on signifier à un enfant quand, après une réprimande, une menace de punition, on lui lance « Tu m'as compris » ou « C'est compris » demande Rancière, formulée par une autorité « Tu m'as compris, c'est compris » ne renvoie évidemment pas à la compréhension d'un problème du style « As-tu compris ce raisonnement mathématique ?» Ici, « c'est compris » veut dire c'est un ordre qui signifie qu'en réalité, il n'y a rien à comprendre et que la seule chose à faire est d'obéir. Si l'injonction renvoyait à la compréhension d'un problème, il y aurait moyen de discuter. On peut toujours discuter de pourquoi est-ce qu'on ne comprend pas un problème mathématique. Mais en politique, « tu m'as compris » ne donne rien à comprendre. Il n'y a qu'une chose à faire, c'est obtempérer, obéir. Donc, mésentente et différent proviennent de l'impossibilité à parler de la même façon, de la même chose, et le plus souvent, la compréhension est imposée par la force. Par exemple, si on pense aux lois, nul n'est censé ignorer la loi, nous devons obéir même si nous ne comprenons pas la loi, et donc on peut considérer que la compréhension est en réalité une incompréhension. Or, la prise en compte de ce problème engage pour les deux penseurs, Lyotard et Rancière, le destin de l'art contemporain. Comment l'art doit-il s'emparer du rapport entre montrer et comprendre, du rapport entre comprendre et obéir? Est-ce que l'art peut déplacer le problème de la compréhension, de l'obéissance, vers une forme effective d'entente? Mais c'est précisément sur ce point fondamental, c'est-à-dire le rapport entre art et politique, que l'accord entre Lyotard et Rancière se brise. À plusieurs reprises, Rancière écarte avec véhémence tout rapprochement de sa catégorie de mésentente avec celle du différent de Lyotard, donc de l'irréconciliable, malgré leur apparente proximité. Je cite Rancière, « La mésentente se distingue de ce que Jean-François Lyotard a conceptualisé sous le nom de différent. » Pour Lyotard, en effet, l'art contemporain traite la question politique dans le régime de l'imprésentable. Pour Rancière, il produit et se produit comme un nouveau régime de représentation doté de ses propres images. C'est-à-dire que pour Lyotard, et c'est ce que je vais expliquer maintenant, l'art doit témoigner du différent, il doit témoigner de l'impossibilité à se comprendre sans rien représenter. Parce que la représentation réintroduirait le problème de l'obéissance. Pour Rancière, au contraire, il n'y a que la représentation, c'est-à-dire montrer quelque chose,
montrer cette incompréhension, hein, et c'est la tâche de l'art qui peut nous permettre de sortir du problème, de sortir de la mésentente. Dans ce conflit entre Lyotard et Rancière, c'est la traduction sensible des cris qui est en jeu. Leur image possible. Est-il possible donc de donner une image des cris? Cette image, si elle pouvait exister, serait celle de ce que Rancière appelle une anarchie originaire. En effet, comme l'écrit Rancière, la politique, dit-il, n'a pas d'archet, donc d'où vient le mot anarchie, elle est au sens strict anarchique. L'anarchie, pour Lyotard lui aussi, ne signifie pas le désordre, mais cet autre ordre, celui d'une égalité radicale entre le peuple et les puissants, auquel la politique fait du tort. En fait, ce que les cris expriment, les cris des pauvres, les cris des victimes, etc., ce que les cris expriment est cette anarchie originaire de la politique. Et ce qui se passe, c'est que la politique, au lieu d'écouter cette anarchie originaire, la transforme en un ordre qui exclut cette anarchie. Ce qui explique que la politique se fait du tort à elle-même en niant son anarchisme constitutif. Lyotard affirme lui aussi, dans son texte de 1973, qui s'appelle « La cinéma », la parenté entre l'expérimental dans l'art et l'anarchisme. Le problème est alors le suivant. Les images peuvent-elles contribuer à l'égalité? Existe-t-il des images anarchistes? Existe-t-il des images de l'anarchie qui pourraient permettre de revenir à l'origine de la politique et de réintroduire les cris dans le langage politique et donc d'ouvrir une nouvelle forme de compréhension? Donc les images peuvent-elles représenter l'anarchisme? Pour Lyotard, la réponse est non. Pourquoi? Parce que toute image, et on en discutera sans doute avec Andrea, toute image est nécessairement une mise en ordre. Il y a dans l'image quelque chose comme un impératif. Hein, regarde-moi. Or, pour Lyotard, l'anarchisme, précisément, ne peut pas être présenté, ne peut pas être mis en image, d'où son concept d'imprésentable. Aucune image ne peut correspondre à l'anarchisme, du moins aucune image figurative qui renverrait à un référent, aucune image mimétique. Présenter l'anarchie politique dans une image serait la contredire. C'est pourquoi pour Lyotard, l'art doit seulement témoigner et non montrer. Le témoignage, qui ne se confond jamais avec une image, et de ça aussi on pourra discuter tout à l'heure, le témoignage, seul, à sa façon, peut permettre de comprendre l'anarchisme. C'est pourquoi Lyotard privilégie ce qu'il appelle l'art abstrait, par exemple les dessins de Toynbee, les colonnes de Buren, toutes ces formes d'art qui ne montrent pas, mais qui, dit-il, se contentent de tracer une ligne sur une surface. C'est-à-dire qu'au fond, l'impossibilité de l'image, en fait, témoigne du cri, et le cri devient, dans l'art abstrait, simplement un trait, donc qui ne représente rien. Contre cela, Rancière affirme au contraire que laisser l'anarchisme dans l'ordre de l'imprésentable en fait en réalité une idéologie victimaire qui dessert sa cause. Si mésentente et différent renvoient tous deux au tort originaire, la mésentente pour Rancière, à l'inverse du différent, doit être représentée. Elle peut l'être et elle doit l'être, c'est-à-dire qu'elle doit trouver une nouvelle forme, une plasticité, une image que la tâche de l'art est de façonner. C'est au nom de cette possibilité de la représentation nouvelle que Rancière donne congé à l'imprésentable lyotardien. L'image, pour Rancière, doit précisément permettre de faire comprendre ce que le discours politique ne dit pas. Alors, il y a énormément d'analyses d'images chez Rancière. Je pense, par exemple, à son analyse du film de Lars von Trier, Dogville,
qui met en scène, selon lui, le caractère irréconciliable de la morale, du droit et de la violence. Il explique justement que Dogville est un film qui porte sur le tort, puisque, effectivement, morale, droit, violence se font concurrence, qu'il n'y a pas de compréhension possible, et pourtant, le film, précisément, nous fait comprendre cet incompréhensible. Donc le cinéma, pour Lyotard en particulier, mais on va voir qu'il en va de même pour la littérature, permet justement de donner la parole à ce tort originaire de la politique. Pour Lyotard, au contraire, encore une fois, l'irréconciliable ne peut être montré ni compris. Et évidemment, pour lui, la forme la plus extrême du différent, de l'incompréhensible, est la Shoah. L'art devient contemporain pour Lyotard lorsqu'il permet de témoigner de cela sans jamais le montrer, puisque le représenter, encore une fois, n'est pas possible. Pour nous le faire comprendre justement, Lyotard va se référer à Kant. Et comme on sait dans la troisième critique, c'est bien connu, Kant distingue entre deux régimes d'esthétique, le beau, qui est toujours représentable, et le sublime, qui n'a pas d'image. Et Lyotard se réfère au sublime kantien dans ce que le sublime a déjà la structure d'un différent, un différent entre ce que Kant appelle un différent entre des facultés, c'est-à-dire précisément la raison et l'imagination. En citant Kant, Lyotard écrit « Le différent n'est pas un litige ordinaire qu'une tierce instance peut saisir et trancher, mais un Widerstreit ». Kant emploie ce mot de Widerstreit que précisément Lyotard traduit par « différent ». Le sublime est imprésentable et l'imagination échoue à lui donner une forme. Mais selon Rancière, affirmer le caractère abyssal du sublime, c'est renoncer purement et simplement à la capacité libre du comprendre qui ne peut venir que du spectateur. Pour Rancière, sans l'image, la capacité du spectateur à comprendre ne pourrait pas s'exercer. Et effectivement, il est vrai que chez Kant, le sublime est incompréhensible. C'est pour ça qu'il est sublime. Lyotard dit oui, mais si on s'en tient à ce niveau du sublime, eh bien, si on crée un art sublime, c'est-à-dire un art qui ne représente rien, le spectateur ne peut rien en faire. Pour Rancière, au contraire, il faut mettre en scène la mésentente. Parce que cette mise en scène permet à la résistance des exclus d'être perceptible. Il dit les mouvements ouvriers de la première moitié du XIXe siècle, par exemple, la formation de la Commune à Paris, la Révolution de 1968, les mouvements d'occupation récents. Il dit il ne suffit pas que ces événements aient lieu pour apparaître, ils ne deviennent vraiment visibles qu'au prix de leur reconfiguration esthétique, de leur mise en image. L'art est alors, dit-il, une métamorphose scénique, un déplacement sur une autre scène que celle de la politique. La compréhension alors du spectateur résulte alors d'un changement de lieu qui règle le régime de visibilité du tort. C'est-à-dire qu'en fait, ce que dit... En fait, c'est intéressant. Pour Lyotard, le sublime kantien élève, on trouve dans cette notion de sublime, une élévation. Il s'agit d'élever cette anarchie originaire de la politique vers un niveau d'invisibilité. Le spectateur, en remontant vers l'invisible, c'est comme ça qu'il comprend quelque chose, comme cette anarchie originaire. Pour Rancière, au contraire, il faut se déplacer. Il ne s'agit pas de transformer l'incompréhensible en invisible, il faut le déplacer horizontalement vers une autre scène, c'est-à-dire déplacer le politique vers l'artistique
Et c'est ce changement de regard horizontal qui permet au spectateur de comprendre. Donc il s'agit en fait du conflit entre deux directions de regard. Donc sur ce déplacement, je cite Rancière, qu'est-ce que c'est que ce déplacement? C'est l'art déplace un corps du lieu qui lui était assigné ou change la destination d'un lieu. Elle fait voir ce qui n'avait pas lieu d'être vu. Elle fait entendre un discours là où seul le bruit avait son lieu. Elle fait entendre comme discours ce qui n'était entendu que comme bruit. Cette fonction de déplacement permet la compréhension, une compréhension qui n'est pas dictée d'en haut par un maître, mais qui, encore une fois, est l'œuvre propre du spectateur. C'est-à-dire que c'est seulement en se déplaçant, en déplaçant son regard de cette scène politique dont il est exclu, que vers une autre scène qui fait voir en quelque sorte l'impossibilité de parler, c'est en se déplaçant ainsi que le spectateur peut comprendre en fait ce qui lui arrive, en devenant spectateur précisément. Et pour Rancière, devenir spectateur, c'est agir. Pourquoi c'est agir? C'est parce que c'est comprendre. L'art, pour autant, pour Rancière, n'est pas là pour réparer la politique, puisqu'il est lui-même politique de part en part, puisqu'il permet justement le déplacement de la politique vers une forme. En retour, toute forme a, dit-il, une politique qui lui est propre. Une forme, dit-il encore, c'est une entrée dans le réel de la visibilité. Dans l'art, c'est la vie qui prend forme. Et effectivement, là, c'est très intéressant parce que chez Kant, le sublime est ce qui n'a pas de forme. C'est pour ça qu'il est invisible. Et pour Rancière, il dit, si on veut comprendre, il faut nécessairement que ce qui est incompréhensible prenne forme. Donc il y a là un débat sur la forme qui m'intéresse beaucoup par rapport à la plasticité. Qu'est-ce que c'est comprendre? Est-ce que c'est voir une forme ou c'est au contraire, ou est-ce au contraire d'accéder à ce qui est sans forme? Et évidemment, le désaccord avec Lyotard apparaît ici dans toute son ampleur, puisque pour Rancière, contrairement aux différents, le tort, même profond, se traite, se résout par la forme, par le déplacement esthétique. Je cite Rancière, « Ce qui n'est pas réglable n'est pas pour autant intraitable. Le tort ne se règle pas par objectivation du litige et compromis entre les parties, mais il se traite par des dispositifs de subjectivation qui le font consister comme rapport modifiable entre les parties, comme modification même du terrain où il se tient. » Donc j'explique un peu cette citation difficile. Ce qui est important, c'est ça. Ce déplacement coïncide avec des dispositifs de subjectivation, c'est-à-dire que le spectateur, en fait, en se déplaçant, devient sujet, ce qu'il n'est pas dans l'ordre politique. On comprend qu'en fait, ceux qui sont exclus de l'ordre politique sont ceux qui ne sont pas traités comme des sujets. Et précisément, la capacité à se déplacer et à voir par une forme le tort originaire permet au spectateur de devenir un sujet. C'est-à-dire qu'effectivement, et là je suis assez d'accord avec Rancière, il ne s'agit pas simplement de subir une injustice. Il ne s'agit pas simplement de sentir qu'on est une victime. Il faut encore qu'on devienne le sujet de cette injustice. Par exemple, être une femme ou être, n'importe quelle forme d'exclusion. Il ne suffit pas de crier, il faut encore pouvoir subjectiver son cri. Donc pour Rancière, la pensée lyotardienne de l'art témoin du sublime est l'expression d'une conception intenable, indéfendable de l'art, comme de la politique aujourd'hui, parce qu'elle exalte précisément l'impuissance, l'impossibilité de comprendre et donc l'impossibilité de devenir sujet. Je cite Rancière, « Témoigner qu'il y a de l'imprésentable, dit-il avec mépris, tel serait l'impératif,
dictée dans l'après-coup de la catastrophe et du désastre. L'imprésentable de Lyotard est à ses yeux un symptôme davantage qu'un concept, et Rancière dénonce, je cite, « l'usage inflationniste de la notion d'irreprésentable et de toute une série de notions auxquelles elle se connecte volontiers, l'imprésentable, l'impensable, l'intraitable, l'irrachetable, etc. Cet usage inflationniste fait en effet tomber sous un même concept et entoure d'une même aura de terreur sacrée toutes sortes de phénomènes, de processus et de notions qui vont de l'interdit mosaïque de la représentation à la Shoah, en passant par le sublime kantien, la scène primitive freudienne, le grand vers de Duchamp ou le carré blanc sur fond blanc de Malevich. Donc en fait, ce que Rancière reproche à Lyotard, c'est de maintenir l'incompréhensible dans l'incompréhensible, c'est-à-dire effectivement dans l'abstraction de ce qui ne se voit pas, de ce qui n'a pas d'image. Lyotard fonctionnerait, selon Rancière, avec des catégories de représentation et d'imprésentables qui datent d'un autre âge. Il faut en effet, selon Rancière, faire la différence entre représentation classique et représentation contemporaine qui n'ont pas du tout le même sens. Je m'explique. Les catégories d'irreprésentables et d'imprésentables n'ont de pertinence pour Rancière que dans la perspective de la représentation classique, traditionnelle, caractéristique de l'art classique. Pour Rancière, il n'y a d'irreprésentables que pour l'art classique. Dans l'art classique, rendre la représentation possible suppose de définir à l'avance ce qui n'est pas représentable et nécessite, dit-il, le réglage des rapports entre le dissible et le visible. Il y a ce qu'on peut montrer et ce qu'on ne peut évoquer que par la parole. Alors il dit, Corneille, par exemple, entreprend en 1659 d'écrire un Oedipe, une pièce de théâtre, Oedipe, et il se trouve confronté au fait que la tragédie est désormais, au XVIIe siècle, irrecevable pour les spectateurs de son époque. La scène des yeux crevés du héros, de ce sang qui lui distille sur le visage, ne peut plus, pour des raisons de bienséance, être montrée. Corneille doit donc trouver la bonne distance, les bons moyens pour parvenir à la représenter. Il décide alors, dit Rancière, de mettre hors scène le trop visible des yeux crevés. Cette scène de l'aveuglement est donc bien, si l'on veut, irreprésentable. Mais pour Rancière, elle ne compromet pas en même temps sa représentation, laquelle se laisse simplement ajuster et accommoder. On la joue derrière le rideau. Mais nous ne sommes plus à l'époque de l'art classique et nous vivons désormais dans un nouveau régime de représentation. Depuis le romantisme, dit-il, c'est-à-dire depuis le XIXe siècle, précurseur de l'art contemporain, la situation est tout autre. En effet, de l'irreprésentable, comme on vient de le définir, il n'y en a plus. Nous vivons aujourd'hui, dit-il, l'émancipation de la ressemblance par rapport à la représentation, la perte des proportions et des convenances représentatives. Aujourd'hui, tout est représentable. Tout, désormais, est représentable. Il n'y a plus d'imprésentable. Disparu la nécessité de l'accommodation, de l'adaptation et des convenances. Il n'y a plus besoin de crever les yeux, que Oedipe se crève les yeux derrière le rideau. Désormais, le réalisme libère une manière de tout dire en refusant de hiérarchiser le visible. Tout est désormais sur le même plan, dit Rancière, les grands et les petits, les événements importants et les épisodes insignifiants, et pour finir, les hommes et les choses. Il dit encore, il existe désormais une disponibilité générale de tous les sujets pour n'importe quelle forme artistique. Autrement dit, aujourd'hui, tout peut être mis en image. Il va même jusqu'à affirmer que cette exposition de tout ne connaît pas d'objets qui la mettent en défaut par leur singularité propre. Elle s'est montrée parfaitement adaptée à la représentation de ces phénomènes que l'on dit irreprésentables, ceux des camps de concentration et d'extermination. Donc même la Shoah, pour Rancière, n'est pas interdite d'image. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais bien qu'on réfléchisse ensemble. C'est cette idée qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune expérience, il n'y a plus d'expérience d'exception qui mettent l'imagination au défi de les présenter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
tout est susceptible à devenir image. Rien n'est plus irreprésentable, précisément parce que le régime de la représentation est terminé. Personne ne s'offusquerait plus de voir un aveuglement, encore une fois, d'avoir les yeux braqués sur des yeux crevés. D'un côté, nous trouvons chez Lyotard, et je résume, l'échec de l'inscription du choc sensible et l'infini de l'irreprésentable. De l'autre, chez Rancière, ouverture de toute expérience à sa mise en parole et à sa mise en forme et en scène. En un sens, Rancière a raison. Il a eu raison. Avec le développement de l'intelligence artificielle, et de l'imagerie artificielle en particulier, tout est clairement, définitivement représentable et hyper représentable. L'image choisie pour l'affiche de ce colloque, par exemple, donc dessinée par Éric Bulot, est une image artificielle. Elle a été conçue avec Lexica, une plateforme d'intelligence artificielle générative. Et nous avons eu cette discussion avec Éric. Tout le monde peut désormais, avec ce type de logiciel, fabriquer des images de tout, sans aucune censure, ou disons pratiquement aucune censure. Il ne s'agit donc plus aujourd'hui de déterminer ce que l'on peut montrer ou non, ce que l'on peut ou non comprendre grâce à l'image. C'est un débat dépassé. Tout ce que je viens de dire, d'une certaine façon, est déjà dépassé. Ce serait du temps perdu de se demander est-ce que l'image aide à comprendre ou au contraire, est-ce qu'elle interdit de comprendre? Est-ce qu'elle est anarchiste? Est-ce qu'elle n'est pas anarchiste? Ce serait du temps perdu puisque nous sommes littéralement dépassés par les flux iconiques, que personne ne peut plus les maîtriser et que même les artistes ne sont plus dans une position de savoir ce qu'ils peuvent faire avec ces images ou pas, ce qu'ils doivent faire avec ces images ou pas. Puisqu'au fond, les images sont les plus fortes. La question devient alors celle de savoir comment supporter une réalité qui se confond entièrement avec son spectacle et fait voler en éclats le problème éthique et politique. Et quand on peut tout montrer, comme c'est le cas aujourd'hui, et quand on peut tout fabriquer, est-ce qu'on peut encore parler d'image? En fait, encore une fois aujourd'hui, il ne s'agit plus de savoir quelle est la fonction éthique et politique des images, mais comment réagir au pouvoir des images. Ce n'est plus nous qui avons le pouvoir sur les images, mais l'inverse. À mon avis, de deux choses l'une, soit effectivement, comme disait Andrea, on déplore ce nouvel âge de l'intelligence artificielle et on dit c'était mieux avant, soit on développe un autre regard. Et je terminerai là-dessus. À mon avis, c'est une nouvelle notion de responsabilité qui émerge. En fait, nous devons développer une responsabilité pour les images. Des images qui, le plus souvent, sont sans auteur, qui sont fausses, qui sont truquées, qui sont des images simulées et simulatrices. Nous devons développer une nouvelle notion de responsabilité pour les images, à la place des images. Ce n'est pas nous qui décidons, encore une fois, du sort des images, mais nous devons répondre pour elles. Pourquoi cette nouvelle notion de responsabilité? Parce qu'en fait, aucun système d'intelligence artificielle ne peut répondre de lui-même pour lui-même. Aucun système d'intelligence artificielle n'a plus aucune responsabilité éthique et politique. Nous devons donc en répondre pour eux. Ce que manifeste la réponse artificielle, la réponse au prompt, est une irréductible absence de responsabilité, une absence de réponse de soi. Le lieu de la réponse artificielle est vide. Le lieu de la réponse ne répond pas. Il y aura toujours
une dimension d'absence de réponse derrière toutes les réponses de la machine, imageante ou parlante. Et c'est cette dimension d'absence de l'image à elle-même qu'il nous faut tenter aujourd'hui de comprendre. C'est-à-dire que l'image est devenue incapable de se comprendre elle-même. Les images montrent tout, cela veut dire qu'elles ne montrent plus rien, elles répondent à tout, elles ne répondent donc plus à rien, et cela rend vain tout jugement sur ce qu'il faut ou non montrer. Mais pour moi, cet espace de non-réponse n'est pas la marque d'un défaut ou d'une insuffisance, il n'est pas le lieu du rien à dire, il n'est pas non plus celui du signifié, celui du symbolique. Une image artificielle n'est pas la place du carré blanc, n'est pas un signifiant flottant. Il faut donc inventer son nom. Nous assistons aujourd'hui à des tentatives constantes pour remplir l'espace artificiel de nouveaux fétiches et nous cédons à la promesse qu'un jour, l'intelligence artificielle répondra à tout, que les images produiront leurs propres référents. Mais non, l'intelligence artificielle ne répondra jamais à tout, et de toute façon, l'impossibilité de répondre à tout est la condition même de l'existence de l'intelligence. Si l'intelligence artificielle demande quelque chose à l'intelligence naturelle, si l'imagination artificielle demande quelque chose à l'imagination naturelle, c'est l'invention d'un type de responsabilité pour la non-réponse, une responsabilité adéquate à l'irresponsabilité artificielle. Donc cela veut dire qu'aujourd'hui, les victimes sont les images. Ce n'est plus nous, et en tant que nous devrions être représentés par les images, ce sont les images qui sont devenues les pauvres, ce sont les images qui crient. Elles sont partout et en même temps elles ne peuvent pas répondre d'elles-mêmes. Or c'est là, et je conclurai là-dessus, que l'on rencontre à nouveau l'anarchisme. La tâche d'inventer des modes de vie et des modes d'organisation politique à partir de ce qui ne répond pas, à partir, comme le dit Deleuze, de l'imperceptible, de l'indiscernable et de l'impersonnel. Car ce qui ne répond pas, à savoir toutes ces images artificielles, toutes ces productions artificielles, ce qui ne répond pas ne donne pas d'ordre, ne commande pas, et en un sens nous laisse libres d'en inventer le sens. L'anarchie de la politique, l'anarchisme, ne renvoie donc plus seulement, comme le pensait Lyotard et Rancière, à l'émergence première de la démocratie en Grèce, une anarchie recouverte, cachée par la démocratie officielle et sa logique parlementaire. L'anarchie n'est plus cachée, c'est le signe de notre temps, elle se montre partout, dans l'espace irresponsable de l'artifice, sans foi ni loi, qui demande d'inventer, encore une fois, les manières responsables de protéger l'espace de l'irresponsabilité. En fait, le problème du rapport entre comprendre et montrer aujourd'hui, c'est le problème de la possibilité de l'anarchisme, la possibilité d'un anarchisme nouveau. Comment devenir anarchiste? Et c'est de cela que j'aimerais discuter avec vous. Discuter aussi du fait que l'espace de non-réponse de l'intelligence et de l'imagination artificielle dessine peut-être la nouvelle topologie de l'inconscient. Un inconscient qui réside donc dans ce pouvoir de non-réponse, de non-participation, de non-désir, de silence, de dépossession du savoir induit par l'intelligence artificielle, qui nous délivre aussi du même coup des querelles théoriques sur l'éthique de la représentation. L'inconscient anarchiste ne serait plus alors constitué de pulsions, mais du congé donné aux lourdes structures de l'être et de la volonté. La voix serait-elle alors enfin libre? Merci beaucoup. Muchísimas gracias, Catherine. Hay sin duda, además de las preguntas directamente que nos abres, ¿no? De cómo devenir anarquistas hoy o cómo crear imágenes anarquistas
imágenes que respondan o que no respondan, o cómo partir, ¿no? Desde esa no respuesta a las órdenes dominantes. Hay muchísimas otras preguntas que surgen, o que a mí me surgen, de esta, diríamos, dimensión que propones de cómo las imágenes, diríamos, esta tensión o este desplazamiento que en otras ocasiones hemos discutido aquí en Virreina, que es suponer agencia en sí misma a la visibilización, o sea que no basta con mostrar algo, sino se abre esta capacidad de comprensión, ¿no? O al menos la pregunta misma sobre qué es mostrar, ¿no? ¿Qué podría querer decir mostrar? Que no basta con poner una imagen o denunciar una situación a partir de una imagen, sino cómo se abre esta capacidad, que es uno de los desafíos que parecen más urgentes. Sobre la última parte, efectivamente, a mí me encantaría poder discutir más, pero tenemos tiempo. Yo creo que ya he ocupado bastante el espacio de la palabra, así es que podemos ver si hay preguntas, inquietudes, reflexiones, comentarios. Hay un micro, perdona. Gracias. Merci. Désolée, je m'adresse en français. Merci pour la présentation. Vous avez parlé de la responsabilité des images. Et cependant, dans un processus, un utilisateur ou une utilisatrice est en dialogue, d'une certaine façon, en interaction avec un outil d'intelligence artificielle. Et à ce moment-là, quelle est la responsabilité ou comment responsabiliser les participants donc dans ce jeu-là, et comment est-ce que ça rejoint éventuellement cet esprit collectif dont vous parliez au début. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup pour cette question. Très rapidement, c'est ce dialogue avec l'outil dont vous parlez, ce dialogue avec les systèmes artificiels peut se distribuer de deux façons. Soit on l'utilise pour ne pas penser, pour ne pas créer, et on demande à la machine de faire à notre place. Les étudiants qui écrivent leurs devoirs avec ChatGPT ou tous les processus d'utilisation des images qui nous dispensent de penser, soit on engage avec la machine un vrai dialogue, et à ce moment-là, l'intelligence artificielle devient un compagnon de création. C'est-à-dire que ce qui est très intéressant aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, c'est de travailler avec elle et petit à petit d'élaborer quelque chose comme une... Voilà, c'est-à-dire que quand je parle de responsabilité pour les images, c'est que ces outils qui sont au fond à la fois puissants et impuissants, demandent que nous intervenions pour eux, demandent que nous leur donnions un sens. Voilà. Sí, mientras hay más preguntas, yo quería pedir, Catherine, si podrías desarrollar un poco esto que dices cuando, no sé si hay un guiño de desplazamiento a lo que planteaba Gilles Deleuze en la lógica de la sensación, cuando decía en relación a la pintura de Bacon que no bastaba con pintar el horror, que había que pintar, mostrar el grito. Y de alguna manera tú nos planteas que no basta con gritar, ni siquiera hablas de pintar o mostrar, sino que hay que subjetivar el grito, ¿no? O sea, ¿cómo, no sé si podrías desarrollar un poco más esta propuesta? En fait, le problème de la... Rancière, très clairement, et Lyotard aussi, se réfère à la politique originaire, c'est-à-dire, en fait, l'apparition de la démocratie en Grèce. Voilà. Pour eux, la politique, c'est ça, c'est-à-dire la démocratie grecque. Pourquoi ? Parce qu'elle
invente la catégorie de sujet. La catégorie de sujet sous le terme de animal politique, c'est très clair chez Aristote, l'invention de la citoyenneté, c'est aussi l'invention de la subjectivité. Nous devenons des sujets politiques à partir du moment où nous pouvons parler ensemble de la communauté. À partir du moment où, en même temps, la même démocratie exclut du cercle politique un certain nombre de citoyens sur des bases économiques, parce que c'est ça qui se produit, c'est-à-dire que Rancière comme Lyotard explique que la pauvreté, en fait, fait la distinction entre ceux qui ont le droit de parler et ceux qui n'ont pas le droit de parler. Du même coup, le concept de sujet disparaît. Donc, bien plus tard, au XXe siècle, la question devient: est-ce que l'art est capable de restituer la subjectivité qui avait été exclue donc de la politique? Très clairement, pour Lyotard comme pour Rancière, à partir aujourd'hui, au XXIe siècle, au XXe siècle d'abord quand ils écrivaient, et au XXIe siècle, la politique n'est plus capable de nous restituer notre subjectivité. Par politique, ils entendent la démocratie parlementaire telle qu'elle existe ici, telle qu'elle existe en France, etc. C'est-à-dire, il s'agit d'une politique qui nous dit que nous sommes tous des sujets, mais en réalité, il n'en est rien. Donc, il n'y a rien à espérer de la politique telle qu'elle est, précisément avec cette catégorie pourtant paradoxale de représentation. Normalement, nous sommes tous représentés, mais au fond, ce n'est pas vrai. Seulement certains sont représentés. Donc, il faut déplacer ce concept de sujet de la politique où il n'existe plus vers une autre scène. Et c'est la fonction de l'art, justement. C'est cette fonction de l'art que de me permettre, par exemple en tant que femme, Rancière parle beaucoup du féminisme, c'est à l'art de me permettre en tant que femme de voir l'absence de la subjectivité et d'essayer de l'inventer esthétiquement. Mais pour Rancière, esthétiquement et politiquement signifie la même chose. Alors la performance, ça peut être la performance, ça peut être l'écriture, ça peut être le théâtre, etc. Mais c'est seulement dans ce geste esthétique que je peux exister, par exemple, en tant que femme, parce que dans la sphère politique, au fond, il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme, par exemple. La politique transforme, au fond, tous les gens, qu'ils soient hommes, femmes, ou transforme les acteurs politiques en des donneurs d'ordre qui n'ont, au fond, même plus de genre. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais... Sí, también hay ahí todo el trabajo de la ficción, ¿no? Que tiene que ver con mover una consistencia imaginaria. Ahí viene el rol de las imágenes también, en esa capacidad de alterar, que ese lugar no pasa solamente por mover el cuerpo, sino por generar este desplazamiento escénico, ¿no? De crear la posibilidad para una capacidad en el mismo desarrollo en que se está creando. El conflicto no existe antes del litigio, ¿no? De la disputa, se crea en su misma forma de aparecer. Et excusez-moi, en fait, je crois aussi que art ne signifie pas seulement art, hein. Je pense par exemple au travail qu'on peut faire avec nos étudiants. Donc moi j'enseigne la philosophie, donc je ne suis pas du tout artiste, mais quand j'enseigne, je crois que je comprends ce que veut dire Rancière, c'est-à-dire qu'il y a un certain usage du discours artistique au sens où je crois qu'il permet aux étudiants et à moi-même de créer une communauté des intelligences, dans la mesure où enseigner,
c'est précisément permettre aux étudiants de créer leur propre subjectivité. Donc, ce que dit Rancière ne concerne pas seulement l'esthétique au sens de l'art, c'est aussi tout ce qui permet de rendre une communauté sensible. Voilà. Même si c'est juste par le langage. Ouais. Sí. ¿Más preguntas? Sí. Acá hay un micro. Si c'est en catalan, je mets mon oreille. Merci beaucoup pour la lecture. Haré la pregunta en castellano, si me entienden. Precisamente, a mí una de las cosas que más me preocupan de estas cuestiones es la cuestión de los sujetos colectivos, ¿no? Porque tenemos una sociedad en que la relación con la tecnología es muy individual, ¿no? El móvil, toda esta mediación tecnológica individualiza sujetos o crea sujetos individuales, ¿no? Incluso el arte, en este desplazamiento hanseriano, digamos, ¿no? Que crea subjetividades, yo diría que tenemos también una imagen del arte muy individualizada, ¿no? El artista creador o la experiencia estética a menudo es también muy individual, ¿no? Entonces a mí me gustaría preguntar cómo podemos apelar o invocar esta idea de sujetos colectivos que se hagan responsables de las imágenes, ¿no? De estas imágenes frente a la falta de respuesta que usted comentaba de la inteligencia artificial, ¿no? Y cómo podemos hacernos también responsables colectivamente, ¿no? No sé si hay algo ahí que usted quiera aportar. Gracias. Merci beaucoup. C'est une question très, très importante. Je dirais que, en fait, le capitalisme a très bien compris l'anarchisme par le développement des plateformes Airbnb, Uber, c'est-à-dire nous pouvons tout faire horizontalement par nous-mêmes avec le téléphone, avec ça. Donc le capitalisme aujourd'hui a très bien compris la logique de l'anarchisme, développe une forme d'horizontalité où chacun est le manager de lui-même, etc., et nous fait croire que, en fait, ces plateformes, cette horizontalité, créent une nouvelle forme de communauté. En réalité, bien entendu, comme il s'agit du capitalisme, ce qui est privilégié est une forme d'individualisme acharné, vous avez tout à fait raison. Le problème, c'est qu'en face, dans les discours de résistance, nous n'avons, comme l'a dit Andrea, que des discours technophobes. Moi, je vois en philosophie, beaucoup de mes collègues, la plupart de mes collègues, sont technophobes. L'intelligence artificielle, les plateformes, tout ça, ça nous détourne de nous-mêmes, les machines vont prendre le pouvoir. Donc nous n'avons pas de résistance, nous n'avons pas suffisamment de formes de résistance à l'appropriation capitaliste de l'anarchisme. C'est le problème aujourd'hui. Il y a des anarchistes, mais ils sont encore dans la guerre d'Espagne, et les vieux trucs. Bon, voilà. Hein, c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, le discours politique de résistance qui est réel s'appuie quand même sur une technophobie fondamentale. Et de fait, alors pour répondre à votre question, je crois que la résistance collective serait de prendre conscience, enfin de développer une nouvelle compréhension, justement, nouvelle compréhension de la potentialité énorme que donne l'intelligence artificielle, que donnent les plateformes, que donnent effectivement ces nouvelles logiques de l'horizontalité. Vous voyez, ça serait quand même la prise de conscience de ce que il ne s'agit pas du tout... Enfin, résister à la technologie est quelque chose d'absolument stupide. Je suis désolée de dire ça. C'est un pari perdu. Voilà, c'est tout. Donc il faut construire
Après tout, vous savez, les inventeurs d'Internet étaient des anarchistes au départ. Voilà. Donc, si on se contente d'opposer cet individualisme dont vous parlez avec une sorte d'authenticité humaine qui serait perdue, etc., à mon avis, on va dans le mur. Mais merci beaucoup pour ça. Sí, no sé si hay más preguntas. Sí, acá hay otra intervención. Era simplemente un comentario a lo de Paul, simplemente, porque es muy individualista la forma de consumir quizás las imágenes, pero las imágenes se parecen cada vez más todas entre ellas, quizás, ¿no? Y no sé, este contraste entre lo individual del consumo y lo colectivo de cómo las imágenes se homogeneizan. Simplemente, no tengo una respuesta, simplemente era para darle un... Ouais. Merci. C'est un très bon commentaire. Sí, yo quisiera quizá poner una cuestión sobre eso, y es que quizá yo estaba pensando hace tiempo, pero no sé cómo se resuelve, evidentemente, no creo que se resuelva, pero al menos cómo se le da otra textura, y es que una cuestión bastante evidente, y es que estamos llamando imagen quizás demasiadas cosas que quizás requieren su diferenciación, ¿no? Porque me parecía interesante cuando planteabas quizás una diferencia entre un flujo icónico y una imagen. Creo que justamente hay algo ahí que se reproblematiza con la interacción y la creación de imágenes por inteligencia artificial, que tiene que ver también cómo se reproblematiza la relación entre imagen y texto, ¿no? Con las indicaciones que se le dan para que aparezca una forma plástica, y cómo se reduce el margen de indeterminación cuando las imágenes que se generan son aquellas que tienen como más población, ¿no? Más relieve dentro de la organización algorítmica, y esas que son más ambiguas, bizarras, que no pueden ser agrupadas, diríamos, en una comunidad, quedan fuera, o sea, no responde el algoritmo cuando una le da una indicación. Estoy hablando como si hubiera creado alguna de esas imágenes como la que ha creado Eric, no he creado ninguna, pero lo digo sobre todo el diálogo con personas que sí lo hacen. Entonces, me parece interesante introducir quizás otras nociones como la de flujo icónico, que también creo que se reproblematiza en aquella discusión muy antigua de lo que se había venido a denominar régimen escópico, que también cierra el debate en muchos sentidos, porque pareciera que cuando encontramos una categoría ya hemos entendido algo, hemos comprendido un problema. En realidad, cuando había en lo que se denominaba régimen escópico, había muchos regímenes escópicos operando, ¿no? Justamente lo más interesante era el conflicto, la disputa, el litigio entre esos regímenes escópicos. Entonces, quizás diferenciar, ¿no? Yo a veces me inclino a decir imagen en el sentido fuerte, que sería esa imagen que altera un orden y propone una organización distinta de un modo, de un régimen de visibilidad, de un modo de darse lo común, ayudaría también a desubicar o no alimentar esa consistencia imaginaria, ¿no? De sobresaturación, cuando en realidad es como hipervisibilidad, saturación de unos iconos que fluyen, pero también la vida está llena de su creatividad y de otras formas que aparecen y que de las cuales, si eso no existiera, no podría alimentarse lo otro, ¿no? O sea, aquella vieja, también antigua disputa que tiene Rancière con Baudrillard, que si todo es imagen, entonces nada es imagen, ¿no? O sea, si hay esa saturación, entonces, ¿de dónde se alimentan las imágenes? Entonces, no sé, pensaba que quizás para pensar no solo en cómo soportar una realidad que se conforma solo con su espectáculo, sino cómo incidir, cómo crear, cómo trabajar esa plasticidad, esa fuerza de la plasticidad deformante para que la forma adopte, o sea, desarrolle otros destinos, ¿no? Y crezca ese margen de indeterminación que parece reducirse significativamente cuando se automatizan los medios de producción y de creación de imágenes.
No sé si a lo mejor abriría un poco también el diálogo a esto que planteabas, ¿no? En esa tensión entre que la comprensión pasa también por un ejercicio de no obedecer o de desobediencia o de un desvío. No necesariamente esa desobediencia opera como una confrontación, sino que puede operar también como un desplazamiento, como lo veíamos ahora. En fait, je pense que là où on revient un petit peu au débat entre Rancière et Lyotard, c'est que, de fait, dès qu'on touche à la question des images, on touche au problème, appelons-le, du conflit, qu'on appelle le conflit tort, litige, etc. On touche au problème du conflit. Et je crois que la question maintenant, ce n'est plus tellement de savoir est-ce qu'on peut mettre un conflit en image, mais est-ce qu'on peut mettre l'image en conflit avec elle-même ? C'est-à-dire, effectivement, est-ce qu'on peut, à partir de ce flux d'images qui, en soi, est anonyme, comment rendre ce flux d'images dialectique, c'est-à-dire comment introduire, à mon avis, une image créatrice. C'est une image qui exprime un conflit, c'est une image qui exprime précisément quelque chose comme un différent avec elle-même. Je crois que c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'une image intéressante, une image créatrice, c'est une image qui n'est pas immédiatement visible, c'est-à-dire qui demande une interprétation. Ce que le flux ne demande pas, au fond. Et ce qui demande une interprétation, c'est toujours un conflit. Je pense, enfin. Oui, bien sûr. Si. Gracias por la conversación. Pues yo me preguntaba qué pasa si separas la producción de imágenes o bueno el proceso de generación de lo estético con ¿no? la misma experiencia estética, porque una no se traduce a la siguiente, ¿no? Podemos hablar de la producción de imágenes y con la inteligencia artificial y demás, pero nos olvidamos que la experiencia estética viene de otra parte del proceso, ¿no? Y quizás también podría ser interesante indagar en cómo seguir cultivando esa experiencia estética desde quizás, no sé si la recepción es la palabra correcta, pero como desde el lado no de la producción, sino más bien considerando que al mismo tiempo es una rueda que está en constante movimiento y que las mismas personas que generan imágenes o las mismas que las consumen y demás, pero no agarrarlo desde el punto donde está el dispositivo, sino más bien desde no sé si esto tiene sentido, pero es como que lo planteo y a mí me ha hecho pensar mucho por el tema de la ambigüedad. Siento que la ambigüedad es esta indeterminación que se busca. Quizás sea más fácil encontrarla desde el sujeto mismo que desde la parte de la producción, que está con mucho más interacción con la tecnología y con el dispositivo, ¿no? Merci beaucoup. Si j'ai bien compris votre question, je répondrai que, en fait, c'est toujours le dispositif qui crée ma position. Je ne viens pas d'ailleurs. L'expérience esthétique n'est pas je viens d'un point et je vais vers le dispositif, qu'il s'agisse d'un tableau, qu'il s'agisse d'une machine, etc. Je crois que c'est le dispositif qui crée notre position esthétique. Au fond, c'est ça qui est intéressant, je pense, dans l'art, c'est que c'est lui qui nous fait venir. C'est pas nous qui venons en quelque sorte vers lui, c'est lui qui nous fait venir. Et la position esthétique prend lieu là. Voilà.
Bueno, rápidamente, simplemente, pero preguntar si esa posición de la que hablabas pueda ser desplazada igualmente, ¿no? Oui, oui, esa bien era sûr. la pregunta. Ça déplace et ça place. C'est ce déplacement qui place. Mais c'est uniquement quand on est placé qu'on comprend qu'il y a eu déplacement. Merci. ¿Sí? ¿Más preguntas? Sí. Acá. ¿Qué tal? Gracias. No sé bien cómo elaborarla, voy a intentarlo. Nombraste de algún modo que hay un fondo de anarquismo que constituye la misma idea de política y que la construcción democrática en la cual vivimos todo el tiempo la oculta. Ese anarquismo de fondo es un gesto de no respuesta a ciertas exigencias y órdenes del poder. Como es un espacio, un margen que permite un gesto de no respuesta. Y si entendí bien, explicaste que la inteligencia artificial y la lógica de los algoritmos lo que hace de algún modo es destruir ese margen, creando una especie de mito que a mí me suena entre religioso y técnico de que todo tiene respuesta, ¿no? Que no hay margen de no respuesta para la vida. Te quería preguntar, ¿en qué punto pensás ese vínculo con el avance de las lógicas del capital financiero en la construcción de los modos de vida, desde los sistemas de apuesta hasta, como nombraste, Airbnb, las empresas anarcocapitalistas que funcionan y que saben muy bien cómo utilizar ese margen desde arriba para hacer su trabajo desde cierta opacidad? ¿Y qué vínculo encontrás entre la irrupción? Soy argentino, ¿no? En mi país, lamentablemente, el presidente se llama Javier Milei y se considera a sí mismo anarcocapitalista. Entonces, ese anarquismo de arriba también creo que va cristalizando nuevas figuras ideológicas, políticas muy claras. Entonces ahí creo que hay algo entre la construcción de conocimiento, los procesos de subjetivación, los modos de vida que arman, que empiezan a configurar un tipo de subjetividad y expectativa o una racionalidad neoliberal muy compleja y muy insuflada por estas tecnologías. O sea, eso. Donc la question, c'est quoi? ¿Qué vínculo entre encontrás entre como estas operaciones de dispositivos que parecen que son muy opacas y que parecen casi imperceptibles en la modificación plástica de nuestro modo de entender la vida y la cristalización de nuevas figuras políticas muy consistentes, ¿no? Que responden a demandas que no están teniendo respuesta por parte de la organización política clásica? Merci, oui. Je suis très intéressée par la figure de Milei, très intéressée. C'est extrêmement intéressant. Je me souviens, pendant la campagne, il était avec son, comment on appelle ça, chainsaw, la tronçonneuse, pour dire on va couper le gouvernement, etc. etc. Mais Trump aussi est considéré par beaucoup comme un anarcho-capitaliste. Et donc, en fait, vous avez raison, l'anarcho-capitalisme aujourd'hui est la figure la plus répandue, la figure politique la plus répandue du capitalisme. Je pense que tous les hommes politiques aujourd'hui, et les femmes, les hommes politiques aujourd'hui, qui sont en charge du destin du monde, ont un côté anarcho-capitaliste, cyber-anarchiste, etc., même si ça n'est pas dit. Comme vous avez dit, comme j'ai dit aussi, il est clair que l'anarchisme, le capitalisme a compris l'intérêt qu'il pouvait tirer de l'anarchisme
en nous faisant croire que nous sommes libres. Et Elon Musk, qui se définit comme un anarchiste, hein, il le dit clairement, quand vous regardez sa plateforme X, vous voyez qu'il dit « Moi, je sais ce qu'est la liberté d'expression, je suis celui qui donne la liberté à tous de parler ». Ce qui est complètement fascinant, parce qu'il est clair qu'aujourd'hui, le discours de liberté est passé du côté de l'anarcho-capitalisme. Vous voyez, moi, chez moi, tout le monde peut parler, tout le monde peut s'exprimer, etc., etc. Donc la difficulté consiste aujourd'hui, pour l'anarchisme révolutionnaire, à trouver la différence, à trouver ce qui le différencie de ce discours-là. J'ai beaucoup de mal à faire entendre ça parce que les anarchistes traditionnels disent « mais enfin, il n'y a aucune ressemblance entre l'anarcho-capitalisme et l'anarchisme ». Mais si, il y a énormément de ressemblances. Et donc la responsabilité politique aujourd'hui consiste à justement défaire les liens entre les deux. C'est-à-dire comprendre que le problème aujourd'hui, déjà comprendre que le problème aujourd'hui n'est plus du tout celui du communisme, mais celui de l'anarchisme. Voilà. C'est-à-dire qu'au fond, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est qu'on a deux discours de liberté. La liberté comme on l'entend d'un point de vue révolutionnaire, et la liberté comme l'entend Elon Musk. Et qu'on voit bien comment aujourd'hui le mot de démocratie, au fond, ne signifie plus rien. Donc toute la difficulté, c'est de créer une différence entre les deux discours. Mais ça suppose encore une fois, je suis désolée, je suis un peu longue, ça suppose encore une fois de renoncer à la technophobie, ça suppose encore une fois d'accepter, de considérer que le capitalisme utilise l'anarchisme, c'est d'accepter de considérer tout ça. C'est qui demande une émancipation intellectuelle assez considérable. Hein. Ça demande quand même un effort. Sí, acá hay otra pregunta. Sí, ahí quizás también es importante atender a lo que mencionabas antes, ¿no? De las lógicas, de los modos de operar, porque en ese trabajo de abstracción, de proceso de irrepresentable, incluso de ciertas figuras ideológicas, tratar de pensar en las formas de su materialidad, en las lógicas en las que se desarrollan, en los modos en los que proceden. Claro, a mí ahora te oía y por una parte me resulta muy intuitiva imaginar esta relación entre el anarcocapitalismo y un anarquismo revolucionario, pero por otra parte me resulta muy contraintuitiva en términos de que en último término o en primer término el anarcocapitalismo lo que está estableciendo siempre, aún con una aparente multiplicidad, son órdenes muy estructurales, muy sedimentados y bastante establecidos, ¿no? C'est une autre forme de sí, és una altra forma de govern i de control i d'autoritarisme, evidentment. Y también en ese sentido me parece importante como que lo planteas aquí, ¿no? En relación a la inteligencia, a ese trabajo de que pareciera como disparatado exigir esa apertura de códigos o esa democratización de la inteligencia colectiva, operar también incluso con las críticas que tengamos a este supuesto sistema democrático, operar también en los bordes, hacer que se desborde, ¿no? Ese propio margen legislativo para, no sé si se trata de una política de mínimos en donde poder recuperar esa energía política
que produzca esa transformación de otra escala, ¿no? Porque de alguna manera es como hay como un litigio también en el sentido legal que propones aquí, ¿no? En el que podría haber directamente una demanda en términos de cuáles son así como puede haber una demanda respecto de la distribución de impuestos o de cómo se figuran esos impuestos, justamente cómo se distribuye esta apertura de código. ¿Había aquí otra intervención? Sí. Ok. Oui, j'avais un petit commentaire sur la technophobie. J'ai souvent l'impression que les personnes qui ont une attitude technophobe l'ont parce qu'elles ont peur. Elles ont peur parce qu'elles ne connaissent pas les choses, elles ne connaissent pas la technologie, elles n'ont pas accès à la technologie, elles n'ont pas l'éducation de la technologie. Donc une des questions serait comment démocratiser justement l'éducation de la technologie, parce que sans les outils, les personnes ne peuvent pas vaincre cette peur et donc réagissent en bloc contre. Et ça devient un mur qui est infranchissable parce que ça grandit de plus en plus. Donc ça, c'est une chose, comment est-ce qu'on peut arriver à ça. Et l'autre chose était que les outils qui sont créés en intelligence artificielle le sont par ce qu'on appelle les big tech. Et les big tech, ce sont la plupart du temps, ce sont toujours des capitalistes et souvent des anarcho-capitalistes. Et donc les outils qui sont créés sont aussi l'expression de ces valeurs-là. Et les algorithmes qui sont créés sont aussi représentent aussi les valeurs de ça. Donc à tous les niveaux, il y a ces valeurs. Donc comment déconstruire ces valeurs si les personnes qui ne sont pas, qui sont technophobes et qui auraient besoin justement, celles qui crient comme vous disiez au début, c'est celles-là qui expriment un cri. Mais comment faire passer ce cri si les outils les arrêtent? Donc on est un peu dans ces problèmes-là d'éducation, de perte. Mais en même temps, moi je comprends que les gens aient peur, et moi aussi j'ai peur. Je veux dire, le discours que je tiens là n'est pas du tout un discours d'assurance. Ce que nous vivons est extrêmement effrayant. Je le nie pas, et je n'accuse personne. Même la technophobie, je la comprends très bien, et ça peut m'arriver à moi aussi, et c'est quelque chose de très compréhensible. Nous vivons une époque extrêmement effrayante. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec la peur. En un sens, moi je suis assez heideggerienne, je pense que l'angoisse est quelque chose de très créateur, enfin de très... Voilà. Mais je ne veux pas du tout dire que cette angoisse n'existe pas. Hein. No sé si hay alguna última pregunta. Lo que no podríamos decir es que no hemos tenido tiempo. Nos hemos hecho tiempo para el diálogo, porque en el dicho de que no hay tiempo, no es que no había tiempo, es que hay alguien que ocupó la palabra en ese tiempo. Y una distribución del tiempo, ¿no? Y creo que hemos tenido tiempo y aún hay tiempo. Todo lo que tenemos es el tiempo y subjetivar el tiempo que no tenemos. Entonces, si alguien quiere hacer alguna intervención, es el momento, y si no, siempre nos quedan los umbrales. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias Catherine, gracias por la traducción. Creo que terminamos en hora también en respeto al tiempo de los y las trabajadoras, así es que muchísimas gracias.